Bonjour chers frères et sœurs internautes. Nous poursuivons notre série de vidéos sur la traite négrière, sur la traite de l'esclavage. Vous savez, comme je vous l'ai expliqué, le contexte, il faut tenir compte du contexte de l'époque, du XVIIe siècle. J'ai expliqué que les Européens qui avaient des colonies dans les Amériques, les Anglais, les Français, les Hollandais, etc., les Portugais, les Espagnols, pour mettre en valeur ces compagnies-là, ces colonies-là, pardon, avaient besoin de main-d'œuvre. Et pour eux, la solution, c'était une main-d'œuvre servile. C'est ce qui les a poussés à venir faire la demande des esclaves en Afrique. Mais je vous ai expliqué aussi que le contexte en Afrique était différent. Il y avait différents royaumes et différentes chefferies qui se faisaient la guerre. Mais quand je suis allé en Nantes à un atelier sur la traite négrière, je disais aux intellectuels, aux historiens qui étaient là, je leur ai dit, mais imaginez, si pendant la guerre de 100 ans, qui a opposé la France à l'Angleterre, des Africains s'étaient présentés sur les côtes françaises pour dire aux Français, voilà, nous avons de l'or, nous sommes prêts à acheter les prisonniers anglais que vous avez faits. Ou alors s'étaient présentés aux Anglais pour leur dire, nous sommes prêts à acheter les prisonniers français du royaume français que vous avez fait. Vous pensez qu'ils ne les auraient pas vendus? Ils les auraient certainement vendus. Parce que pour eux, ce sont des ennemis. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc le contexte était différent. Il faut bien comprendre le contexte. Toutes ces guerres qu'il y a eu en Europe, si des Africains s'étaient présentés pour dire, voici, nous avons de l'or, nous sommes prêts à acheter vos prisonniers de guerre, ils les auraient vendus. Vous comprenez? Donc c'est ce qui s'est passé. Sinon, par exemple, sur la côte de l'or, les deux royaumes qui ont vraiment participé avec quand même une certaine intensité à la traite négrière, c'était des royaumes guerriers qui eux-mêmes avaient des projets de grandeur. C'est le cas de l'Ashanti. Que veut dire l'Ashanti? L'Ashanti veut dire raison de guerre. C'était une confédération qui voulait faire la guerre pour la gloire de son siège, de son trône. Hein? Le trône d'or des Ashanti qu'on appelle le Sikadua Kofi. Mais en faisant ces guerres-là pour la gloire, ils obtenaient beaucoup de prisonniers de guerre dont ils vendaient une partie. C'est de cela qu'il s'agit. C'est aussi le cas de l'Akwamou, du royaume Akwamou, qui s'est étendu jusqu'à conquérir la région d'Accra, à conquérir les plaines de la Volta, de la basse Volta, à conquérir la région de Crépi, de Péki, etc. Donc les Akwamou aussi, d'ailleurs, Akwamou veut dire quoi? C'est-à-dire au milieu des guerriers, au centre des guerriers, dans les guerriers. Voilà, pour être plus précis dans la traduction du mot cuit. Parce que mou en langue cuit, ça veut dire dans. Aqua, guerrier, mou, dans. Donc dans les guerriers. Vous voyez? Donc ces royaumes qui faisaient la guerre pour la grandeur de leur état, en même temps obtenaient beaucoup de prisonniers de guerre qu'ils vendaient. C'est comme ça que cela a alimenté la traite négrière. Et je vous ai parlé du cas du royaume du Dahomey, sur la côte des esclaves, parce que la côte des esclaves qui part de la zone à l'est d'Accra jusqu'aux zones actuelles de Lagos, dans l'actuel Nigeria, mais ce sont des zones où les esclaves ont été achetés intensément. C'est pour ça que quand vous allez dans les Caraïbes, dans les Antilles, à Haïti et dans le nord-est brésilien, mais ils ont conservé les croyances spirituelles de ces zones-là, notamment Yoruba, avec le vaudou. Et puis au Brésil, avec le candomblé. Vous voyez? Donc ce sont des rivalités internes. Parce que les sociétés connaissent des rivalités. Les royaumes connaissent des rivalités. Les chefferies connaissent des rivalités. Est-ce que cela a changé? Est-ce que dans notre monde-là, les rivalités ont changé? Les rivalités n'ont pas changé. Là, après, vous voyez, quand Daesh a commencé sa guerre, hein, en Irak actuel et en Syrie actuelle, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour se faire de l'argent, ils ont recommencé à vendre des gens comme esclaves. Voilà, c'est ça. Donc, il ne faut pas que ça vous étonne.
Les hommes n'ont pas changé leur comportement et leur façon de faire. Hein. Voilà, rien n'a changé. Et c'est ainsi que des royaumes, donc, faisant la guerre pour leur grandeur, comme on l'a vu dans le cas aussi du royaume d'Abomey, le royaume d'Abomey va vendre beaucoup d'esclaves parce que c'était un royaume qui faisait la guerre. Pendant la saison sèche, mais les guerriers d'Abomey, y compris même avec celles qu'on appelait les femmes guerrières, les Agolédji, mais ils faisaient des incursions dans les savanes, notamment en pays Mahi, pour se faire des esclaves. Oui, mais une bonne partie était consommée intérieurement, ça il faut qu'on le sache, intégré au lignage. Intégré au lignage. Je ferai une vidéo pour vous montrer que la vision que les Africains ont de l'esclavage et la vision que les Indo-Européens ont de l'esclavage sont des visions totalement différentes. Je ferai spécialement une vidéo sur cela. Parce que les Indo-Européens traitent tellement mal les esclaves, tellement mal les humains, que c'est vraiment malheureux. Parce que dans l'esprit des Africains, l'esclave, il fait partie du lignage de son maître. Il fait partie du lignage de son maître. D'ailleurs, quand des royaumes et des chefferies étaient en conflit, les Européens alimentaient l'un des royaumes en armes en espérant que ce royaume-là gagne la guerre pour leur vendre des esclaves. Mais cela ne marchait pas toujours. Hein. Parce que sur le littoral Fanti, ils ont eu une fois à donner des armes, notamment à ceux qu'on appelle les Borbor Fanti, contre un autre royaume de la côte, notamment les Cabestera. Et puis, les Fanti, d'abord, la campagne ne s'est pas bien déroulée. Et puis, les prisonniers qu'ils ont eus n'étaient pas assez nombreux pour qu'ils soient vendus. Donc, les Fanti ont préféré eux-mêmes consommer ces prisonniers de guerre-là que de les vendre. Parce que je vous ai dit, les Africains aussi consommaient, intégrés, parce que ces esclaves étaient utilisés notamment dans l'orpaillage. Or, aller chercher l'or, notamment quand il faut faire des puits, c'est dangereux. Donc, c'était les esclaves qui étaient utilisés. Vous voyez? C'était les esclaves qui étaient utilisés. Et puis, les femmes esclaves étaient épousées pour accroître démographiquement les lignages. Parce qu'il y avait une compétition interne entre les lignages. Voilà. C'est ce qui, quelquefois, a provoqué des changements de dynastie. Donc, c'est sur ces rivalités internes-là que, bon, ce commerce s'est joué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je vous ai dit, je suis chrétien catholique, disciple du Christ, membre du corps du Christ. Mais les papes, certains papes ont dû dire que, voilà, les Noirs n'ont pas d'âme. Comme ils n'ont pas une âme, bon, donc on peut les vendre comme esclaves. Comment ce pape-là a fait pour voir que les Noirs, les Africains n'ont pas d'âme? C'est tellement ridicule. Mais je dis, il ne faut pas tenir, il ne faut pas accuser le corps du Christ comme responsable. C'est cet individu-là, ce pape-là qui a pris cette décision-là. C'est lui qui n'était pas éclairé par le Saint-Esprit. Nous ne soyons pas étonnés. Le pape n'est qu'un être humain. Voilà, le vicaire du Christ, là, c'est le Saint-Esprit. Ça, je le dis, je suis catholique, mais je dis la vérité. Parce que s'il était éclairé par le Saint-Esprit, il n'aurait pas dit que les Africains n'ont pas d'âme et que alors on pouvait faire la traite négrière, on pouvait les vendre comme esclaves. Ce n'était pas sérieux de sa part, parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit, tout simplement. Mais les intérêts en jeu étaient tellement colossaux. Ce continent qui devenait de découvrir l'Amérique avec toutes ses richesses, les intérêts en jeu étaient trop colossaux. Quand c'est comme ça, alors quelquefois on prend des décisions qui sont vraiment des décisions inhumaines et qui entraînent des souffrances terribles. Voilà, c'est ce qui s'est passé avec ce trafic-là. Et donc, c'est vrai, les nations européennes qui avaient des colonies aux Amériques se sont terriblement impliquées dans ce commerce-là. Mais aussi, quelquefois, il y avait des privés qui armaient des navires pour aller acheter des esclaves parce que c'était un business. Simplement, c'était un business. Mais comme je vous l'ai dit, c'était les royaumes puissants qui eux-mêmes au départ avaient des ambitions d'expansion qui ont alimenté la traite négrière en fournissant justement les esclaves parce que c'était déjà des royaumes qui avaient des ambitions politiques. Ces royaumes n'existaient pas, n'ont pas existé à cause de la traite négrière, non. Ces royaumes ont préexisté à la traite négrière. C'est pour ça que les écrits qui ont eu tendance à dire qu'un royaume comme la Confédération Ashanti ou comme le royaume d'Abomey sont des royaumes qui sont nés de la traite négrière et ont vécu de la traite négrière. Ce n'est pas vrai.
c'est des royaumes qui ont existé avant la traite négrière et qui ont survécu à la traite négrière. Oui, la preuve, même dans la République du Ghana actuelle. Mais l'Asantehene, le roi des Ashanti, il est là. La Confédération est encore là. L'actuel roi, comme on l'appelle, l'actuel Asantehene, comme on l'appelle. On l'appelle Osei Tutu Ababium. Osei Tutu, Otumfo Osei Tutu Ababium. Ça veut dire que Osei Tutu est de retour. Ababium, ça veut dire qu'il est de retour. Vous voyez? Et le royaume d'Abomey existe toujours. D'ailleurs, le dernier roi vient de décéder, que Dieu ait son âme. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, cette vision-là, cette présentation de l'histoire de l'Afrique est souvent fausse. Ces royaumes n'ont pas existé à cause de la traite négrière, ni n'ont pas vécu de la traite négrière, non. Elles avaient des ambitions et des projets politiques précis. Seulement, ces projets politiques étaient des projets d'expansion et de grandeur qui impliquaient les guerres, ont fait que ces royaumes-là ont fait beaucoup de guerres, ont eu beaucoup de prisonniers de guerre et donc les ont vendus comme esclaves parce que ces nations européennes-là qui voulaient développer leur colonie d'Amérique avaient besoin de main-d'œuvre et ils voulaient que ce soit une main-d'œuvre servile. C'est ce qui simplement s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Voilà. On ne va pas accuser qui que ce soit de cela. Ceux qui ont fait cela, ils sont déjà morts. Et de toutes les façons, vous remarquez que même encore aujourd'hui, on parle d'esclavage moderne. Vous voyez ce qui se passe en Libye? Voilà. Quand les hommes trouvent qu'il y a des occasions faciles de se faire de l'argent, ils n'hésitent pas. Même si ils le font au détriment de la dignité d'un être humain, ils le font. Est-ce qu'eux, ils aimeraient être esclaves? Est-ce qu'eux, ils aimeraient être dans cette situation? Mais ils le font quand même. Parce qu'ils ont trouvé un gain. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'explique bien ce contexte-là pour que cela soit bien compris des gens. Voilà. Historiquement, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Et les Africains faisaient cela d'abord en pensant eux-mêmes à leurs intérêts, mais pas seulement pour alimenter la traite négrière. D'ailleurs, il y a un auteur anglais qui a dit qu'ils avaient investi en espérant que dans une guerre, ils trouveraient beaucoup d'esclaves pour les vendre, mais ils se sont rendus compte que les Africains, après cette guerre-là, ne leur ont pas vendu les prisonniers de guerre qu'ils ont fait, mais ils les ont gardés. Ils les ont gardés pour les consommer eux-mêmes pour leurs intérêts. Voilà, je voudrais m'arrêter là. La prochaine vidéo va parler, disons, de la perception que les Africains ont de l'esclave et la perception que les Indo-Européens ont de l'esclave. C'est une perception totalement différente. Je vais insister là-dessus dans une autre vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est le procès Alou Kwame René. Vous savez, sur les quantités de personnes vendues, bon, ça c'est toujours de la spéculation. C'est sûr que ce sont des millions de personnes qui ont été vendues. Parce que la traite négrière a pris de l'intensité à partir du XVIIe siècle. Mais ça s'est fait jusqu'au XIXe siècle. Donc ça a duré pratiquement 2 siècles. 2 siècles intensifs de traite négrière. Sans compter ceux qui mouraient dans les cales. Moi-même, je suis allé à Godrafo au Togo. J'ai eu à visiter un fort. Mais les esclaves dans le fort sont mis dans la partie souterraine. Et il n'y a qu'une petite ouverture qui permet aux gens d'avoir un peu d'oxygène. Mais c'est terrible. Et les marchands d'esclaves, ils sont au-dessus tranquillement. Et puis ils mangent tranquillement, ça ne leur dit rien. Les autres sont en bas là-bas, dans le sous-sol. Ils ont très peu d'oxygène. Et imaginez leur souffrance. J'ai visité le fort et je me suis rendu compte de cela. Voilà. Donc, sur la question des quantités, je ne voudrais pas insister là-dessus parce que c'est simplement de la spéculation. Mais déjà, le fait que cela se soit déroulé sur pratiquement 2 siècles prouve que c'est de grandes quantités d'hommes et de femmes et d'enfants africains qui ont été vendus aux Amériques. Aussi bien dans ce qui va être l'Amérique du Nord que l'Amérique du Sud, l'Amérique latine. Voilà. Sans compter des territoires comme la Guyane française, l'actuel Suriname, et voilà. Et le Guyana qui était justement un territoire anglais, sans compter toutes les îles des Caraïbes. Je vous remercie. C'était le procès Alou Kwame René. Je vous souhaite une bonne journée.